permettre, nous allons rapidement ouvrir la première série de questions. La première série de questions. Professeur? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a eu 2 sessions assez intéressantes et qu'il y aurait beaucoup de questions. Comme vous dites, on peut commencer la série de questions. OK. Aucun souci. Merci, professeur. Alors, qui est-ce qui veut poser une question? Est-ce qu'il y a des questions déjà? C'est ça la question. Je vois la main de Dr. Maïga. Je ne vais pas interrompre, mais prenons 5, essayons de prendre 5 personnes, comme on a fait la dernière fois. C'est une première série de 5 questions. Voilà, merci. Dr. Maïga. Dr. Emile, je peux commencer ou j'attends le... Oui, vas-y. On va faire vite. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au professeur et surtout merci pour le temps que vous avez décidé de dédier à cette réunion informelle. Donc, ma question s'adresse d'abord à... J'ai 2 questions sur le diabète. S'adresse à Hamza. La première, c'est quand tu as parlé des anticorps qu'il faut que vous devez. Est-ce que ces anticorps sont spécifiques à un type de diabète ou bien tu les doses quand même dans tous les 2 types? S'il vous plaît, docteur, je ne te reçois pas bien du tout. Ah bon? Là, j'ai du mal à entendre ça. Bané, est-ce que tu peux reprendre ta question? D'accord, je vais répondre. Papa Omar, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Merci. Hamza, maintenant tu m'entends? Hamza? Oui, vas-y, je vais noter la question pour lui. D'accord. Donc, je disais, la première question était relative aux anticorps dosés dans les diabètes. Est-ce que ces anticorps sont spécifiques à un type ou bien c'est dans tous les types? Maintenant, la deuxième question se rapporte au régime qu'on propose de nos jours comme des espèces de médecine alternative. Cette question est adressée aussi par des questions au professeur. Est-ce que les régimes proposés aujourd'hui, par exemple, comme les régimes cétogènes que nous utilisons pour la prise en charge de l'épilepsie, peut être une alternative aux antidiabétiques? Merci. Merci, Dr. Maïga, pour vos questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois personne qui a levé sa main. Oui, Serou Dambélé. Serou, vous avez la parole. Merci de nous avoir donné la parole. Je commencerai à remercier d'abord notre professeur Sidibé Hassan Traoré d'avoir accepté de participer à cette présentation et je remercie le présentateur Dr Hamza Dakaou endocrinologue. Ma question au fait c'est adressée à Dr Hamza, à savoir est-ce que les diabètes tropicaux, quand il parle de diabètes tropicaux, c'est au fait du diabète type africain, il parle, où il y a une différence entre diabète tropicaux et diabète type africain? Ça, c'est ma première question. Et par rapport à la deuxième question, c'est par rapport toujours au régime hygiéno-diététique chez les patients diabétiques dans notre contexte. Parce qu'en tenant compte, la plupart de nos patients diabétiques, ils vivent en famille et en grande famille aussi. Souvent, pour faire le partage des repas, ce n'est pas souvent facile pour eux. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas mieux dans notre contexte de proposer des tables d'assiettes proposer aux patients en vue de qu'est-ce qu'il peut prendre ou ne pas prendre? Je crois que Dr. Dambélé, vous avez posé une question et vous avez fait un apport. Voilà. Pour le second. Pour votre Plus. seconde. Oui. La seconde intervention, ce n'était pas une question, j'imagine. Bah, oui. C'est un apport. OK. Et plus un apport. Donc, c'est une seule question que vous avez posée. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains levées. Docteur Dambélé, vous pouvez baisser votre main. S'il n'y a pas d'autres intervenants, on va donner la parole à nos présentateurs.
Je vous rappelle que le laboratoire Biogarant aussi est disponible hein, pour vos questions, si vous avez des questions à l'endroit du labo. Merci. Hamza, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Ok, merci, docteur. Attendez déjà, Hamza, il y a 2 autres personnes, les derniers qu'on va prendre. Ok. Mamadi Doumbia, vous avez la parole. Mamadi Doumbia. Si Mamadi Doumbia n'est pas prêt, il y a Redmi Note 10 Pro. C'est qui? Il a la parole. Bonsoir, cher conférencier. Oui. Bonsoir. C'est Dr Fanami. D'accord. Docteur Fanami. Oui. Allez-y pour vos Je questions. remercie sincèrement notre présentateur, Dr Hamza, pour avoir nous présenté, comment on appelle ça, cette présentation, combien de fois très intéressante. Nous l'avons trouvée très pertinente. Et nous avons une question à poser. C'est toujours en relation avec le régime hygiéno-diététique. Et comme l'a dit mon prédécesseur de tout à l'heure, et dans notre contexte, on a un sérieux problème par rapport à ce régime hygiéno-diététique, vu que vraiment dans le contexte africain, les gens qui souffrent du diabète sont confrontés à s'alimenter en grande famille. Et du coup, je ne sais pas si vraiment on peut trouver une formule qui peut vraiment résoudre ce problème. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'Hamza, tu as bien noté. Jamori Barayo. Et le dernier intervenant, Jamori docteur Fanami. Barayo. Hein? La question du docteur Fanami, c'est quoi? Parce que je n'ai pas compris la question exactement. Sa question était relative au régime Au régime, oui. hygiéno-diététique. Il demande est-ce que vous avez des conseils à donner dans notre contexte parce que c'est très difficile de respecter ces régimes dans notre contexte africain. Ok. Voilà, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. OK. Merci. Jamori Barago. Si Jamori n'est pas prêt, Aruna Dambele. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur Emile. Bonsoir. Donc, je m'associe à votre voix pour remercier notre cher maître professeur Sidibé Hassan Traoré d'être parmi nous. C'est toujours un plaisir de recevoir ses enseignements. Donc, merci à docteur Anda pour sa présentation. Donc, moi, ma question, c'est plutôt par rapport dans le traitement. On sait que le diabète, c'est une maladie vraiment très complexe. Quelle est la part du généraliste? Je veux dire, la limite, quoi. Quand est-ce que le généraliste doit s'arrêter ou doit référer un malade par rapport à sa prise en charge au niveau supérieur? Ma question, c'est à ce niveau. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Jamori. Excusez-moi, je remercie. Bon, avant tout, bonsoir et merci au professeur Hassan pour sa présence et merci au laboratoire et bravo à mon collègue Dr Dakao pour cette belle présentation. J'ai juste une petite question par rapport au laboratoire. Vas-y. Voilà, c'est juste pour savoir est-ce qu'ils ont des dapagliflozine ou empagliflozine qui est disponible au Mali ou pas? Est-ce qu'ils ont le dapagliflozine? Dapagliflozine, oui. Oui, ou empagliflozine, si c'est disponible au Mali ou pas, parce que lors de leur présentation des produits, ils ne m'ont pas parlé de ça. Dispo, OK. Oui, juste ça. Merci beaucoup pour les différentes questions. Déjà, on va se limiter à cette première série de 5 personnes. Si Hamza a bien noté les questions et Papa également, on va donner la parole au présentateur pour répondre. Hamza, on va commencer par toi déjà. OK. Merci, docteur Dambélé. Je commencerai par la question de docteur Maïga qui demandait si toutefois le dosage des auto-anticorps est spécifique à un type de diabète. Effectivement, le dosage des anticorps, c'est dans l'objectif de typer le diabète. Lorsqu'on pose un diagnostic d'un diabète selon le profil, lorsqu'on suspecte un profil de diabète de type 1, on fait le dosage des auto-anticorps pour confirmer le diabète de type 1.
Sinon, normalement, dans le diabète de type 2 ou le diabète secondaire, les autoanticorps sont négatifs. Donc, c'est précisément pour confirmer un diagnostic de diabète de type 1, auto-humain ou un diabète de type 1 lent, qu'on dose les autoanticorps. J'espère que Dr. Meiga a compris la réponse. Oui, on continue. Il a posé une deuxième question, mais qui est adressée à notre cher maître. On va laisser à la, quand elle va faire son intervention, on va lui donner cette question. Maintenant, Hamza, tu peux continuer. Je ne sais pas, désolé, un professeur, j'ai décidé à votre place. Je ne sais pas ce qui vous convient le mieux. Non, non, c'est mieux comme ça parce que j'ai des petits soucis là. D'accord. C'est bon. Oui, oui, je vous suis. Merci. Dans la question de Dr. Dambélé. Dr. Dambélé qui demande par rapport au diabète tropicaux, c'est ça? Oui. Les diabètes tropicaux, si toutefois, c'est quel genre de diabète? C'est ça la question? Tu veux comprendre c'est quel type de diabète? Il demandait, est-ce que les diabètes tropicaux sont les mêmes que les diabètes africains? Ou bien est-ce qu'il y a une différence? Non, ça, ce sont des... Ça fait partie des groupes de diabète secondaires à des pathologies pancréatiques. Okay. Et parmi ces diabètes, vous avez les diabètes pancréatiques fibrocalcieux. Nous avons le diabète pancréatique par carence protéique. Ceux-ci sont classés comme des diabètes tropicaux. Ce n'est pas la même chose que le diabète africain à tendance cétosique. C'est différent. OK. Maintenant, la question du docteur Fanami qui demande si, toutefois, il y a un conseil à donner par rapport au régime dans le contexte africain. Mais je pense qu'à ce niveau, on le fait bien parce que, bon, je pense où j'ai quand même été en Côte d'Ivoire et au Niger, nous essayons toujours d'adapter les conseils que nous donnons en fonction des habitudes alimentaires. C'est pourquoi dans la prescription des mesures hygiéno-diététiques, on a insisté sur la considération des habitudes alimentaires de vos patients. En principe, pour donner un régime alimentaire, normalement, tu dois faire ce qu'on appelle une enquête alimentaire. Tu peux faire ce qu'on appelle un rappel de 24 heures, soit tu demandes à ton patient qu'est-ce qu'il a mangé durant toute la journée d'hier, qui t'énumère tout ce qu'il a mangé, ou bien tu fais une demande globale, une historique globale de son alimentation, qu'est-ce qu'il mange d'habitude, comment il mange. Donc, en fonction de ça, toi, tu vois un peu la teneur en glucides, en protéines, en lipides de ces différents aliments, et tu ajustes la quantité qu'il doit manger. Sinon, il n'y a pas de restriction au régime. Ce qu'on leur demande d'éviter, c'est peut-être le sucre d'ajout, le sucre rapide. Sinon, ils peuvent manger tous les aliments. Mais avec la manière, il y a une manière de manger ces aliments. Sinon, c'est une alimentation qui est variée et équilibrée. Normalement, même les sujets non diabétiques, on doit tous manger comme ça. Donc, on adapte selon les habitudes alimentaires du patient. Essayez toujours avant de donner un conseil, parce qu'on ne dit plus régime alimentaire, on dit conseil alimentaire. Avant de donner un conseil alimentaire, il est toujours important de connaître les habitudes alimentaires du patient. Et en fonction de ça, vous serez plus à l'aise à lui proposer un ajustement par rapport à son alimentation. On a la question du docteur Dambélé Aruna qui demande la part du médecin généraliste après le diagnostic. Le médecin généraliste peut poser le diagnostic d'un diabète. Après le diagnostic, il peut référer le patient au médecin spécialiste pour faire un bilan complet, surtout la recherche des complications. Sinon, le suivi, il peut le continuer avec son médecin généraliste. Il peut être consulté une fois parce que très souvent, les rendez-vous avec les spécialistes, vous allez voir, c'est des rendez-vous qui sont espacés. Il peut y avoir un suivi de ces glycémies avec le médecin généraliste. C'est-à-dire que le médecin généraliste est toujours impliqué
dans le suivi des patients diabétiques. Même après le diagnostic, le généraliste a quand même sa part à jouer parce que quand on prend le contexte africain, le nombre de spécialistes, il est compté au bout des doigts. Donc, il faudrait que aussi les médecins généralistes s'impliquent dans le suivi de ces personnes qui souffrent du diabète. Je pense que c'est la dernière question. L'autre question, elle est adressée au laboratoire. Oui. Savoir, La dernière question adressée au laboratoire. Papa Omar, est-ce que vous avez un élément de réponse? Oui, je suis en ligne. Bonsoir et merci pour la question. Pour l'instant, la molécule d'apagliflozine ne fait pas partie du portefeuille médicaments Biogarant sur le territoire malien. Merci beaucoup. Allô? Allô, oui, professeur? Oui, donc je pense que le médecin avait posé la question de savoir si on pouvait utiliser le régime cétogène dans le diabète. Je pense, hein, c'est ce qu'il avait posé comme question. Il disait Voilà. que est-ce que ce régime peut être une alternative par rapport aux antidiabétiques? Non, dans ce sens, pourquoi je dis non d'office? Parce qu'un régime cétogène veut dire c'est un régime très riche en graisse. Et nous savons déjà que ce régime très riche en graisse peut entraîner justement un diabète, donc même déséquilibrer un diabète. Donc, parce que c'est cétogène, ça c'est un fait, et c'est très riche en lipides et pauvre en glucides. Ce qui fait que même la physiopathologie du diabète fait qu'il vaut mieux éviter ces régimes cétogènes comme étant une alternative de prise en charge du diabète. Pas du tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Allô? Voilà. Donc, non, on ne peut pas utiliser le régime cétogène comme alternative dans la prise en charge d'un diabète parce que ça entraîne une cétose qui est un problème donc encore difficile dans la prise en charge du diabète. On a encore d'autres intervenants, hein, professeurs, qui veulent poser des questions. Je ne sais pas, il s'est fait. Oui. Est-ce qu'on les prend? Non, je suis là. Okay. Je suis là pour l'instant. Il y a trois intervenants. On va se limiter à ces trois intervenants-là. Il y a Amos, Dr Amos Kodjo. Il y a Oui, bonsoir. Et Christian Dabou. Bonsoir. Donc, ce sont ces trois dernières personnes qu'on va prendre. Amos, vas-y. Ok, bonsoir. 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 Maman, je vais vraiment remercier les professeurs pour tout l'intérêt qu'elle porte à notre promotion et pour le temps accordé, aussi tard que soit-il. Mais ma question, c'est par rapport au diagnostic du diabète au cours de la grossesse. Et très souvent, chez nous, quand une femme enceinte a un de glycémie supérieure ou égale à 0,92, on la déclare diabétique. Contrairement aux personnes qui ne sont pas enceintes. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette différence de ces diagnostics? Par rapport au diabète gestationnel, alors? C'est ça la question, en fait. Voilà, c'est le problème du diagnostic du diabète gestationnel par rapport à un sujet d'une dame normale qui n'a pas de grossesse. Effectivement, le seuil au cours de la grossesse du seuil de glycémie doit être bas pour éviter justement tout ce que vous savez par rapport aux effets secondaires d'une hyperglycémie pendant les premiers trimestres de la grossesse, avec donc des risques de perte du bébé, de malformation, etc. Et c'était pour cette raison que sur le plan international, le chiffre de 0,92 a été détecté comme ne pas être élevé chez la dame en grossesse. Donc, une femme enceinte, un diabète gestationnel, le seuil pour parler de diabète gestationnel, c'est 0,92. Dès que ça dépasse cela, on doit considérer la personne diabétique et prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas constitution de macrosomie fétale, il n'y ait pas constitution d'anomalie. Si j'ai répondu à votre question, mais ces différents seuils, c'est pour éviter donc les complications qui peuvent se faire au cours du développement du fœtus en cas de diabète maternel. Allô? Ok, c'est compris, professeur. Voilà, merci bien, professeur. Merci. D'accord. Je ne sais pas c'est qui.
Docteur Oumou, vous avez la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. Merci à professeur Traoré et merci aux différents présentateurs. En réalité, j'ai 2 questions. La première question, c'est est-ce que dans la prise en charge du diabète, surtout du diabète de type 2, est-ce que l'accompagnement d'un psychologue est prévu? Parce que au cours de cette maladie, nous voyons que vraiment, les patients ont un problème à respecter les régimes. Donc, je voudrais savoir si l'accompagnement de psychologue. Allô? Oui, on vous entend. Allô? Voilà, ça c'est la première question. Allô? On vous entend. Oui. La deuxième question, c'est est-ce que le professeur ou bien les autres diabétiques, s'ils ont des expériences dans le traitement de la plaie diabétique avec l'insuline? Parce que j'ai un parent qui traite ses plaies avec de l'insuline et ça donne de bons résultats. Donc, je voudrais savoir si c'est scientifiquement prouvé ou bien si c'est juste un essai que la personne a fait et que ça a marché. Merci. Merci pour vos questions. Professeur, vous allez répondre oui. à mesure ou bien on va prendre le dernier? Bon, ça dépend de comment vous voulez qu'on fasse. Non, non, on soit est je réponds, soit... Bon, d'accord. Donc, je vais essayer de répondre parce que c'est des questions un peu difficiles, dans ce sens que c'est de la pratique. Donc, la première question, c'était de savoir s'il y avait intérêt à avoir un psychologue pour la prise en charge du diabète. Je pense que c'était ça la question. Oui, effectivement. Mais je pense que toute pathologie chronique, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle ou autre pathologie chronique, il y a toujours des soucis dans la prise en charge, et dans l'observance et dans le suivi. Donc, c'est déjà un souci lors de l'annonce d'une pathologie chronique. Et actuellement, on est tous d'accord de dire qu'il faut un accompagnement psychologique pour prendre en charge un diabète. Donc, la prise en charge n'est pas simplement médicamenteuse ni liée à une spécialité, mais elle est pluridisciplinaire. Effectivement, un psychologue serait intéressant dans le groupe pour ne seulement que le malade puisse accepter sa maladie. Ce n'est pas évident d'accepter une maladie chronique. Donc, je réponds favorablement à sa question. Et donc, on laisse aux jeunes maintenant de se spécialiser dans la psychologie et la prise en charge des patients diabétiques, comme on demande les podologues, on demande les diététiciens, on demande les nutritionnistes. Donc, vraiment, on a encore du personnel à avoir pour avoir une... Donc, je suis d'accord par rapport à ce que vient de dire. Il faut des psychologues pour nous aider. La deuxième question, du moins, je pense que c'est, entre guillemets, une expérience faite par le patient du médecin, de la jeune dame. Quelle que soit la façon d'utiliser l'insuline, tout le monde sait que l'insuline est une hormone anabolisante. Et ça permet donc la fabrication du muscle, ça permet la restauration du tissu agressé. Et même si on ne le met pas sur la plaie directement, ça, je n'ai pas d'expérience là-dessus, tout sujet qui a une plaie diabétique, on le met à l'insulinothérapie conventionnelle. Donc, ne serait-ce que par ce biais-là, plaie diabétique égale mise sous insuline avec, bien sûr, l'accompagnement avec les autres médicaments. C'est cette réponse que je voudrais donner. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, effectivement, il y a deux mains qui sont levées. On avait dit la dernière personne. Il y a Dr. Christian Dabou. Oui. Christian Dabou. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Allez-y rapidement. D'accord. En tout cas, on ne cesserait de remercier le professeur pour sa présence et encourager toujours l'équipe pour la continuité. Moi, j'ai juste une question un peu bête. J'aimerais savoir à quel moment exactement il faut aller avec l'insuline.
Hein? Et souvent, nous, on est médecin généraliste, on est dans des zones où il n'y a pas de spécialistes. Donc, du coup, on est souvent dans l'embarras. À quel moment ou à quel gramme il faut essayer d'aller sur l'insuline? Moi, j'aimerais me fixer au moins sur un certain niveau par rapport à ça, sincèrement. Donc, je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question ou pas, mais souvent, c'est une question qui me tique. À quel moment il faut essayer de laisser les antidiabétiques oraux et aller sur l'insuline? Voilà, pour être vraiment efficace, quoi. Merci. Très clairement, très facilement, très directement. Dès que vous n'arrivez pas à équilibrer votre patient diabétique avec les antidiabétiques oraux, que ce soit en monothérapie, en bithérapie, en trithérapie, vous passez à l'insuline. Et souvent, on est même arrivé à initier l'insuline même dès le départ, avec un basal simple, un basal bolus, etc. Donc, l'insuline doit être instaurée à chaque fois que vous avez un déséquilibre glycémique que vous n'arrivez pas à maîtriser avec les ADO. Il ne faut pas perdre du temps, c'est ça l'inertie thérapeutique, et c'est ça qui va faire pour permettre le développement des complications chroniques. Donc, vous avez droit à mettre l'insuline, même en première ligne, si la glycémie de la personne est très élevée, que le sujet est dans un très mauvais état, et encore plus si vous avez pu faire le peptide C ou bien si vous pensez que c'est un diabétique de type 1. Donc, il n'y a pas de règle de dire c'est à partir de telle chose que je vais mettre. Non, glycémie non maîtrisée, quelle que soit la période, quelle que soit la durée d'évolution du diabète, vous mettez de l'insuline. Parce que c'est l'hormone qui permet d'avoir une meilleure glycémie plus que tous les médicaments jusque-là. Je pense que vous avez compris le message. Très clair, on n'attend pas, voilà, on n'attend pas inutilement. C'est de l'inertie thérapeutique. On va permettre l'apparition de complications chroniques. Donc, insulinothérapie, si vous n'arrivez pas à équilibrer le sujet diabétique avec vos règles hygiéno-diététiques et les antidiabétiques non insuliniques. Merci, professeur. Le dernier intervenant, Dr Traoré Ibrahim, vous avez la parole pour votre question. Bonsoir à tous. Oui. Vous me recevez bien? Non. On entend mal. Bonsoir, vous me recevez? Vous me recevez maintenant? Oui, c'est bon. Allez-y rapidement avec la question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est juste par rapport aux critères, aux stratégies diagnostiques du diabète gestationnel. En fait, on dit la grossesse, c'est une situation d'insulinorésistance. Et cette insulinorésistance a son maximum entre le 24e et le 28e semaine d'aménorrhée, raison pour laquelle, en fait, la GPO, l'OMS a recommandé de faire la GPO durant cet intervalle. Donc, la grossesse est sous l'influence généralement de la progestérone qui a l'acte de l'insuline. En plus, j'ai une question, c'est de savoir quelle est, étant donné de mère porteuse d'un diabète gestationnel, c'est un facteur de diabète. Et aussi, je voudrais savoir quelle est l'unité de la glycémie qu'on mesure directement en salle de travail des nouveau-nés. Généralement, les nouveau-nés porteuses de diabète gestationnel fait une glycémie directement du nouveau-né. J'aimerais savoir quelle est l'utilité de cette mesure de la glycémie. Est-ce diagnostic, est-ce préventif? Voilà. Et aussi, lors du traitement du diabète gestationnel, généralement, on fait directement un recours à l'insuline. Pourquoi les ADO sont-ils contre-indiqués pendant la grossesse? Voilà, merci beaucoup. C'était ça ma question. Merci. Professeur, vous avez pu noter les questions? Je crois qu'on a perdu la professeure. Allô? Allô, oui. Professeur, allô, on m'entend? Oui, oui, mais moi je vous entends. Oui, oui. Je disais que d'abord, pour le jeune homme en question, la première des choses, c'est que un diabète gestationnel, il y a deux choses.
il y a le prédiabète gestationnel, le sujet est connu, diabétique et contracte une grossesse. C'est aussi une évolution de grossesse dans un terrain de diabète. Et il y a le vrai diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète découvert au 2e trimestre de la grossesse. Donc, les complications ne sont pas les mêmes. Un diabète prégestationnel, les complications sont là dès le début de la conception. Alors que dans le diabète gestationnel, en général, le risque, c'est plutôt la macrosomie fœtale, le fait que l'enfant grossisse parce qu'il reçoit du glucose de la maman et lui, il sécrète de l'insuline pour se défendre à ça. Et comme je vous ai dit, l'insuline est une hormone anabolisante. C'est la raison pour laquelle les diabètes gestationnels, souvent, on a une macrosomie fœtale et on a des risques donc, au niveau de l'accouchement. Et ce sont ces enfants qui peuvent avoir des hyperglycémies à l'accouchement et des hypoglycémies après être séparés de leur maman. Parce qu'ils ont leur insuline, mais le glucose de la maman ne leur arrive plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les surveiller et donc faire de la glycémie, les surveiller pour qu'ils ne fassent pas d'hypoglycémie postnatale. Donc, ça, c'est 2 choses différentes. Alors que dans le diabète prégestationnel, on a eu le temps d'équilibrer la personne et de ne pas avoir donc ce risque-là. Ce que je pourrais dire également, c'est qu'actuellement, il n'est pas autorisé sur le plan international d'utiliser les antidiabétiques oraux chez une femme en grossesse parce qu'on craint les effets secondaires des antidiabétiques oraux. Mais vous me répondrez qu'au Mali, souvent on a des dames qui ont fait leur grossesse, qui arrivent le jour même de l'accouchement, ils étaient sous ADO. Et pourtant, ils n'ont pas eu de bébé mal formé ni de complications particulières. Donc, cette question-là, nous, Africains, en tout cas dans nos pays, nous sommes en train, on devrait étudier et montrer que ADO pendant la grossesse n'est pas plus délétère que insulinothérapie. Surtout que la plupart de nos femmes ne font pas l'insulinothérapie. Hein. Ils font leur grossesse avec leurs ADO et on n'a pas plus de mal formés au niveau de nos services de pédiatrie et de gynéco. Mais sur le plan international, on dit non, pour l'instant. Donc, je pense que là aussi, on s'est compris. Maintenant, je ne sais pas quel ADO sur le plan international, mais nous vivons tout dans ce cas-là. On n'a pas plus de malformations particulières parce que l'insulinothérapie c'est pas tout le monde qui peut le faire. Comment? Oui. Je crois que c'est tout. Hein? Il avait fait un apport dans un premier temps, après il a enchaîné avec des questions que vous avez répondu. Donc, d'accord. Voilà. Okay. C'était la dernière personne, le dernier intervenant. Donc, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. On ne va pas vous retenir encore plus longtemps. Je vous rappelle que... Oui. Je voulais juste ajouter que les jeunes doivent savoir que le diabète est une maladie évolutive. Donc, le traitement également, elle est évolutive. On ne se fixe pas à un seul médicament, on doit évoluer parallèlement à l'évolution de la maladie diabétique. Donc, c'est là où ces panoplies de médicaments sont là à notre disposition et on doit pouvoir les utiliser à bon escient. Ça, c'est quelque chose de très important. Et la deuxième chose également que je voulais dire, c'est que par rapport à l'alimentation, il faut personnaliser. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on doit mourir de faim et qu'on doit avoir faim, peur de manger. Non, on explique à la personne selon son régime alimentaire, selon ce qu'il a chez lui et on travaille avec ça. Ce n'est pas un régime bloqué ou plaqué sur tous les diabétiques. Non, vous pouvez être dans une zone où il n'y a que des céréales, vous pouvez être dans une autre zone où il y a beaucoup plus de... Donc, il faut adapter l'alimentation en fonction de ça. Et surtout, je le répète, éviter le régime cétosique chez les sujets diabétiques. C'est ce que je voulais donc ajouter. Avant de terminer, vous remercier également, et vous et le laboratoire qui vous a sponsorisé. Et c'est vraiment quelque chose de très bien, c'est du développement professionnel continu. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier de ça. Je vous remercie vraiment. Merci, professeur. Je vous rappelle que notre chère maître est à la retraite, mais elle continue à être parmi nous.
et à nous accompagner. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir accepté. Émile, si vous me permettez, avant que... Oui, elle est partie. Oui. Ah, professeur, elle est là. Non, je suis... Il y a Oui. le responsable de la promotion qui veut poser une question ou qui veut intervenir. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais surtout faire un apport à sa présence. Oui. Surtout la remercier. J'ai vu, il y a une diététique. J'ai pensé que Hamza allait peut-être brosser le sujet. Oui. Mais dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Tout à fait. Qui est très développé. Oui. Qui est très développé et qui aide surtout les patients à développer des compétences pour mieux gérer et mieux vivre avec leur maladie. Tout à fait. Hamza et moi, on avait au début, il y a une année, on avait commencé à travailler sur un projet pour essayer de mettre en place une plateforme. Oui. Les patients, plus un patient connaît sa maladie, plus ça facilite la prise en charge. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans la présentation, il a peut-être oublié. J'aurais souhaité, puisque les questions sont un peu sorties sur ça, il y a le médecin généraliste qui a demandé quel est son rôle, lui, dans la prise en charge. Il y a également quelqu'un qui a posé des questions par rapport à... Ouais. Donc, si on avait souligné peut-être l'éducation thérapeutique du patient, qui a un rôle extrêmement important. C'est-à-dire l'éducation thérapeutique, ça a un rôle et dans le diagnostic et dans l'acceptation de la maladie par le patient et même par rapport aux soignants. Ce n'est pas seulement le patient qui a besoin d'éducation thérapeutique, même le soignant, parce que c'est vraiment la base. Et je crois que ça commence à se développer. En tout cas, quand je quittais l'hôpital du Mali, il y a, surtout dans l'unité enfants diabétiques, on fait des séances d'éducation thérapeutique. Bien sûr, on fait un diagnostic thérapeutique d'abord et on fait l'éducation thérapeutique en fonction de ça. C'est un balbutiement, mais c'est vraiment l'élément important, essentiel dans toute prise en charge d'un sujet diabétique, même dans toute prise en charge de maladies chroniques, pas seulement le diabète. Donc, c'est vraiment, c'est très bien. C'est l'élément essentiel maintenant également dans la prise en charge des pathologies chroniques. EDP, ETP, ETP. Voilà, je pensais qu'il allait le souligner parce que c'est extrêmement important de le souligner. Et également, nous aussi, avec le développement maintenant des, comment on appelle, des technologies. Des IA, je pense qu'on va essayer encore de retravailler sur le sujet et essayer de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut adapter, comment on appelle, des petits modules pour que le malade puisse interagir avec l'intelligence artificielle qui va l'aider à comment est-ce qu'il va prendre ses médicaments, la nourriture, la gestion de la nourriture et tout. On va essayer encore de retravailler là-dessus. On avait abandonné le projet pendant un moment, chacun d'entre nous a été très occupé. Et également, je pense qu'il y a une année, j'ai également fait une enquête sur les besoins des professionnels de santé en Afrique, sur l'éducation thérapeutique du patient. Oui. Au niveau de l'hôpital du Mali, ils ont commencé à le faire. Jusqu'à présent, elle est méconnue par les professionnels de santé en Afrique. C'est vrai. C'est une réalité, mais il faut l'ETP. Maintenant, c'est partout, dans toute pathologie chronique, c'est l'ETP d'abord, à tous les niveaux de la maladie. Le diagnostic, la prise en charge, le suivi et l'autonomisation du patient lui-même qui doit se prendre en charge, etc. Ça, c'est une nouvelle, si je peux dire, matière entre guillemets, qui est indispensable, comme les diététiciens, les nutritionnistes, les podologues, tout ça, il faut que vous développez ça en Afrique. Les jeunes doivent se spécialiser dans ces différentes branches, pas seulement en médecine classique. Là. Ça, je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. C'est cet apport que je voulais faire avant que vous nous quittiez. Tout à fait, vous avez raison. Merci. Merci, Respond, pour